Maintenant que Jean-Pierre l'a lancé comme il se doit, je vais appeler quelqu'un que je connais bien. Et pour le décrire, c'est compliqué parce qu'il est protéiforme, il est multitalent. Une bonne dose d'optimisme, un sacré facteur chance, un zeste d'impertinence, un brin de fantaisie, le tout saupoudré de beaucoup d'éloquence. Voici rapidement décliné l'identité du brillant Philippe Gabillet. Philippe Gabillet qui nous rejoint. Philippe, viens. Salut Philippe, installe-toi. The floor is yours, comme on dit. Tu es avec nous, tu es un fidèle de DPA. Oui, ça nous fait plaisir. Alors, toutes les équipes autour de Karine Leclerc-Rivaud, avec Frédéric, avec tout le monde, il y a un petit film qui, quelque part, est là pour nous interpeller sur cette question d'identité. Et on va le regarder, et puis ensuite je vais te demander de réagir, de nous dire ce que tu ressens au regard de ce film. Et dans la série Je me lève, je te bouscule, on va se lever pour laisser la place au film, on va aller de part et d'autre, regarder, et puis on se retrouve juste après. Les islamistes, les wokistes, l'extrême gauche radicale. Ok, Boomer. Vieux mâles occidentaux blancs. L'islamo-gauchisme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Aimez-vous les uns les autres. Je trouve que c'est tout de même un peu artificiel de faire venir des joueurs de l'étranger et de les baptiser équipe de France. L'équipe de France, ce qu'on retient, c'est Black Blamber. Ça fait que c'était une équipe qui était diverse et variée. Exactement. Ils ont reçu à faire qu'un, c'était l'équipe de France. Si 98 a bien été le symbole de la réussite Black Blamber au XXe siècle, qui a-t-il fallu enlever dans l'équipe de France actuelle pour retrouver un niveau stable et de réussite dans la compétition? Le 12 juillet 1998, seuls les joueurs et l'entraîneur ont soulevé la Coupe du Monde. Mais aujourd'hui encore, 67 millions de Français la brandissent avec eux. Les députés viennent d'adopter la proposition de loi qui veut féminiser les postes de direction. Que dit ce texte? Article 7, le plus important, dit qu'il faut 30% de femmes dans les instances dirigeantes des grandes entreprises de plus de 1000 personnes en 2027 et qu'on doit être à 40% en 2030. L'entreprise qui aura la loi doit payer 1% de sa masse salariale. Qu'est-ce que dit le Forum économique mondial? Qu'il va falloir attendre 257 ans au niveau planétaire ou 54 ans en Europe pour arriver à une juste parité entre les femmes et les hommes si on ne légifère pas. C'est jamais génial les quotas. Mais la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un plafond de verre, notamment quand on s'approche des postes de pouvoir. Et il y a une inégalité réelle entre hommes et femmes par rapport à ces postes-là. Idrissa Gueye, lui, n'a toujours pas dit un seul mot sur cette affaire, toujours pas expliqué pourquoi il a donc refusé de jouer samedi dernier avec ce maillot aux couleurs de la Journée mondiale contre l'homophobie. Alors ce jeune garçon, on lui a demandé de jouer au football, on ne lui a pas demandé de défendre un mouvement ou des convictions qui sont opposées à ses convictions religieuses. Là, c'est juste un t-shirt, on ne lui dit pas de supporter les LGBT, on lui dit de supporter l'anti-homophobie. Les 18-24 ans, lorsqu'ils font leur marché, lorsqu'ils cherchent du travail, ils sont massivement attentifs au comportement des entreprises et en particulier à l'inclusion des minorités. En France, il faut savoir que sur les 12 millions de personnes touchées par un handicap, seule 1 sur 3 a un travail. Les entreprises sont un peu sceptiques, En fauteuil roulant, il y a des barrages, Selon un sondage Opinionway, 82% des Français pensent quand même que les entreprises ont un rôle essentiel à jouer, et notamment auprès des personnes handicapées. Le burkini, c'est pas un vêtement comme un autre. Alors là, en fait, c'est un maillot, il n'y a rien, c'est juste ça, c'est tout. C'est un maillot comme un autre. Aujourd'hui, le conseil municipal de la ville de Grenoble doit délibérer sur le port du burkini dans les piscines. Vous êtes pour ou contre? J'en ai vraiment rien à secouer. En France, une loi de 2019 autorise le port du voile dans le secteur privé, à moins qu'un règlement intérieur précis ne l'interdise formellement. J'interdirai le voile partout. Écoutez-moi bien, vous ne vous en sortirez pas si vous commencez à décider comment les femmes ont le droit de s'habiller. C'est possible. Juifs, chrétiens, musulmans se retrouvent pour célébrer des fêtes communes. Donc ce message, c'est ça. C'est la fraternité, c'est possible, il suffit de le vouloir. Être une femme, c'est l'enfer. Être un homme, c'est compliqué.
Alors Mélie a décidé de ne pas choisir. Vous avez les polygenres, qui ont plusieurs genres, les agenres, les genres fluides, une personne dont le genre fluctue dans le temps, selon les circonstances. C'est de la poésie, mais c'est pas du droit. Je vous invite juste à prendre votre smartphone, à aller sur le code pénal, dans la partie recherche, à taper identité de genre, et vous verrez qu'il est pleinement reconnu comme un élément de discrimination. Pour éviter la discrimination, des universités néerlandaises ont introduit des toilettes pour tous, réservées ni aux hommes ni aux femmes. C'est vraiment criminel. Aujourd'hui encore, une personne sur 4 est victime de discrimination dans l'entreprise du fait de son identité ou de son orientation sexuelle. Quand j'ai choisi de nommer M. Papendiaï, j'ai choisi de nommer un homme qui d'abord par sa vie, son parcours, dit ce à quoi je crois de l'école de la République. C'est un monsieur qui a participé à des camps de non-mixité, donc pour le dire autrement, à des camps interdits aux Blancs. Il a montré par ses études, son parcours académique, son souci de l'égalité des chances. Macron a fait le choix de la provocation en nommant à la tête de l'éducation nationale, c'est-à-dire de l'avenir de nos enfants, quelqu'un qui défend une idéologie racialiste. Être capable de bâtir son unité dans le respect des diversités. C'est le discours universaliste auquel je crois. Un des défis auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est aussi de savoir parfois dépasser les fractures dans lesquelles il faudrait toujours... On est sommé d'habiter forcément un camp. Ceux qui verront dans votre prix Goncourt un prix symbolique pour un écrivain sénégalais, pour un écrivain jeune, une année où la question identitaire enflamme les débats en France, vous leur répondez quoi? C'est bien d'être un symbole ou je m'en fous d'être un symbole? Alors, je ne m'en fous pas nécessairement pour des personnes qui ont besoin de trouver des symboles, parce que ça peut être utile pour certaines personnes d'avoir des symboles, des figures qui les représentent ou qui... Mais ce n'est pas ce que je cherche, évidemment. Moi, je suis un écrivain. Et je leur dirais aussi, allez lire le livre et peut-être que là, vous verrez autre chose au-delà du symbole. C'est un livre qu'on consacre et c'est par ce livre-là qu'aujourd'hui je suis là, par exemple. Blanc sans le N, ça fait black. Comme quoi sans haine, on est tous les mêmes. Je vous demande d'applaudir toutes les équipes autour de Karine Leclerc-Griveau pour... cette vidéo. Philippe, assieds-toi, merci encore d'être avec nous. En un petit quart d'heure, on a envie d'avoir tes réactions. Déjà, j'ai envie de te dire, quel regard sur l'identité, voire même, on peut même le mettre au pluriel. Hein. Oui, on peut le mettre au pluriel, mais ce qui est très frappant dans la vidéo, c'est que la vidéo est en fait une suite ininterrompue de prises de position. Donc ce sont des prises de position effective. On voit très bien que la notion même d'identité, elle peut bien évidemment se construire à l'intérieur de soi, elle se construit dans l'interaction avec autrui, mais elle ne va s'exprimer que par des attitudes et des comportements. Et là, on a une série à la fois donc, de portraits, d'itinéraires, de prises de position. On se rend compte que cette identité, en fait, il y a vraiment deux grandes catégories. Il y a ceux à la fois, on peut soit l'affirmer et d'autres vont la réfuter, dire non, oui, moi je m'affirme comme tel, l'autre en face va dire non, non, hors de question. On peut la revendiquer, on peut la rejeter. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que de toute façon, ça renvoie toujours à une espèce de contradiction fondamentale entre la similitude et la différence. C'est-à-dire que, et on voit même ça dans l'histoire. Ce qui est assez fascinant, c'est de voir que, bon, identité, ça vient d'identitas. Identitas venait d'un latin très littéraire, c'est du mot idem, qu'on a gardé d'ailleurs, nous, dans notre langage, qui veut dire la même chose, et qui voulait déjà dire la même chose d'ailleurs en latin. Et c'est vrai qu'au Moyen-Âge, par exemple, l'utilisation du mot identité renvoie toujours à la similitude. C'est la similitude. L'identité, c'est celui qui est conforme au groupe. La notion d'identitaire au Moyen-Âge, c'est être conforme au groupe. L'idée de collectif, voilà. en fait. Alors qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la revendication de la différence. Ça renvoie toujours à des catégories construites. Toujours. C'est-à-dire des catégories d'ailleurs sur lesquelles les avis sont partagés. Ça renvoie aussi à des catégories pour lesquelles certaines personnes disent « Ah non, non, je dénie le fait que cette catégorie existe. » Ça démarre. Bon, la race, par exemple, c'est une catégorie qui, d'un point de vue sociologique, historique, a pu être débattue, réfutée. Il y en a pas. Ça commence où? Ça finit quoi? Bon. Le genre, dans nos jargons, que c'est un peu cloisonné, voire clanique. Hein. Oui, c'est clanique. Et d'ailleurs, il y a très peu. On voit très bien que dans la vidéo, c'est très frappant. Il y a très très peu de revendications identitaires qui font consensus. Probablement celles par rapport au handicap. Incontestablement, c'est-à-dire que on peut considérer dans la société que il y a un consensus comme quoi celui ou celle qui est aussi
se construit ou pourrait se définir à un moment donné comme handicapé, il est légitime dans ses revendications. Donc là, on est pour une fois transverse, alors qu'on est très siloté. Voilà. Alors que normalement, c'est quand même d'identité. hyper siloté, puisque moi, j'ai quand même essayé de trouver une définition qui puisse faire consensus. Il faut savoir que donc, en psychologie sociale, ça m'a rajeuni d'ailleurs, parce que j'avais fait longtemps que je n'avais plus travaillé là-dessus. Effectivement, en fait, l'identité, ça va être le sentiment qui va être ressenti par quelqu'un, par un acteur. Voilà, c'est le sentiment ressenti d'appartenir prioritairement, c'est le mot prioritairement qui est important, à un groupe spécifique, et donc de devoir adopter les attitudes et les comportements qui vont avec. Donc on est sur un construit, et j'insiste bien, l'identité, c'est vraiment se revendiquer avant tout comme. C'est le avant tout qui va poser problème, puisque c'est à partir du avant tout que va apparaître l'injonction, vous devez me respecter, vous devez me reconnaître. Mes droits en tant que, on complète comme on veut, sont supérieurs aux droits de l'entité dont je fais partie, que cette entité s'appelle l'école, que s'appelle l'entreprise, le monde du travail, l'hôpital, voire même la rue. Et on est dans une espèce de... Il faut bien comprendre qu'il y a dilemme identitaire, il y a force identitaire, parce que pour beaucoup de communautés, la revendication identitaire est vécue comme une protection. Oui, tu l'as dit, tu as dit le mot revendication. Ouais. Ah oui, c'est revendication. Je revendique cette appartenance à cette identité. Et comme je revendique, qui dit revendication dit que le combat politique est jamais très très loin, et quand le combat politique n'est pas loin, on rentre presque, mais mécaniquement, dans ce qu'on appelle en analyse politique une rhétorique manichéenne inégalitaire, et donc très rapidement malveillante, parce que franchement, on regarde sur l'ensemble des propos tenus, on voit bien que, à quelques exceptions près, ce sont l'autre, voilà, moi en tant que différent, je veux m'affirmer, et d'autres vont dire non mais l'autre, dans son affirmation de différence, me pose problème. On remarque d'ailleurs que ces discussions-là, on les évite quand on est en groupe, parce qu'on se dit oh là là, ça va être. Oui, et d'ailleurs on voit très bien, même on le voit ici, on est entre amis. Je suis sûr que ne serait-ce que le sentiment de la sociabilité fait qu'on sait que, par exemple, voilà, hier soir à table ou même là-bas, entre nous, on est entre gens de bonne compagnie, on sait qu'il y a des sujets sur lesquels on va éviter d'aller parce qu'on n'a aucune raison de devoir créer peut-être un inconfort, un malaise, parce que, encore une fois, cette dimension identitaire, c'est pas que de l'intellect. Ça renvoie vraiment à un affect. Hein. Et qui dit renvoie à un affect dit difficulté parfois à maîtriser les choses. On serait des homo economicus totalement rationnels, il n'y aurait aucun problème, mais ce n'est pas le cas. Et on voit bien qu'il y a même des émotions qui sont connotées. On pourrait quasiment rattacher des émotions à chacune des séquences de la vidéo. La joie, la peur, la tristesse, la colère, le dégoût, la honte, le sentiment de revanche. Enfin, c'est pas en soi... c'est pas, en tout cas dans son expression sociale actuelle, c'est pas obligatoirement quelque chose de... C'est pas une dynamique très cool. C'est pas une dynamique sociale extrêmement cool. Oui, c'est très rugueux, en fait, voilà, et frictionnel. Hein. Et dans le monde de l'entreprise, où on a besoin quand même d'un minimum de cohésion, ben là, ça va effectivement poser des problèmes. Alors justement, tu le dis, dans le monde de l'entreprise, comment est-ce que tu analyses, comment est-ce que tu décryptes ces phénomènes, alors que l'entreprise, des talents individuels, une réussite collective, on veut jouer la carte de plus en plus de cohésion, transversalité, quand ces différences, dans ces identités s'affirment de plus en plus, pas évident. Hein. Oui, mais en fait, la notion d'identité dans la réalité des pratiques sociales, ça fonctionne comme des poupées russes. Si ce n'est qu'on a le droit de choisir la poupée, celle qui est dessus, dessous, etc. Je prends un exemple. Bon, voilà, moi, si je dois me définir en termes d'identité, des éléments d'identité, j'en ai un paquet. Tu vois, je suis un homme blanc, CSP+, professeur de grande école, protestant, venant du Sud-Ouest, et je pourrais en lister comme ça. La carte plutôt de droite sociale, etc. Mais il n'empêche que dans l'entreprise, ces éléments identitaires, je suis désolé, d'abord, ils ne concernent que moi, et c'est vrai que je vais m'affirmer plutôt comme étant plutôt un enseignant, plutôt un psy, mais ces éléments-là, bon, il ne me viendrait pas à l'idée de dire, alors que vous faites, je suis un prof de management protestant. D'abord, certains gens diraient, mais juste un pléonasme. Donc, bon, voilà. Mais ce qui serait exagéré. Bon. Donc, je veux te dire que dans le coup des poupées russes, et dans le processus, il faut bien comprendre, donc on voit bien que l'identité, c'est d'abord et avant tout dans la pratique réelle, un processus narratif. C'est ce que je vais raconter aux autres. Et parfois, on a envie de dire, quand on parle de son identité, non seulement on raconte, mais on se la raconte.
C'est-à-dire qu'on raconte une histoire sur... je veux te faire comprendre, à travers la narration de ce que je pense ou crois ou sais être mes origines, ce qui m'a construit, etc. Je te donne des points de repère pour agir avec moi. Et fais gaffe, parce que si je te donne ces points de repère-là et pas les autres, c'est que c'est ces points de repère-là qui sont essentiels. Tu vois. Je suis d'abord ça. Et c'est parce que je suis d'abord ça que, même au niveau de tes propres règles de fonctionnement, il va falloir faire avec moi. Oui, donc en fait, on te donne les clés, on te donne en gros le décodeur pour décoder quelles sont mes identités, mes revendications, ce que je suis par rapport à toi. Mais tu as intérêt à bien suivre le programme. De toute façon, dès l'instant où il y a revendication identitaire, mon identité devient un mode de pression sur le corps social. Encore une fois, hein, ça peut être l'école, l'hôpital, l'entreprise, peu importe. Et si la structure ne reconnaît pas mon identité, voire même s'il n'y a pas une négociation qui se met en place entre les exigences, je dirais, de l'organisation et le respect de mon identité, attention. Mécaniquement, il y a stigmatisation. En tout cas, je peux le construire comme tel. Mais je peux te donner un exemple. Je suis indien, sikh, et je suis ingénieur électronicien dans une grande multinationale. Je suis désolé, quand je suis avec tous mes collègues de tous les pays, etc., j'ai beau avoir le turban, etc., je suis ingénieur chez Schmoldu Bureautique, quoi. Voilà, fondamental. En revanche, si je commence à dire, voilà, je suis aide-soignant ou aide-soignante à l'hôpital Georges Pompidou, effectivement, dans mon idée, mais fondamentalement, j'ai d'abord telle ou telle conviction religieuse qui m'oblige, au niveau de certains de mes comportements, voire m'en interdit certains autres, et je suis navré, mais par respect pour moi et non stigmatisation, c'est cette dimension de mon identité qui fait que je ne vais pas pouvoir faire un certain nombre de choses vis-à-vis d'un certain nombre de patients ou de patientes que vous vous demandez de faire. C'est-à-dire que je fais passer ma personne avant le groupe. Alors là, voilà, c'est-à-dire que, encore une fois, on est dans cette logique, tu vois, c'est comme ça que je me définis avant tout. C'est d'ailleurs presque toujours le avant tout qui va poser problème. C'est celui tout individu, je crois que c'était Brassens qui disait qu'il faut se méfier des gens qui sont nés quelque part. Mais de toute façon, il faut aussi se méfier de ceux qui ne se définissent que d'un point de vue d'ailleurs non négociable. Non, je suis avant tout ça, et l'ensemble de mes interactions sociales va devoir jouer avec ça, quoi. Pourquoi tu vois que ces phénomènes sont de plus en plus prégnants aujourd'hui? Parce que c'est une manière d'exister, D'abord parce que la revendication identitaire, c'est quand même effectivement dans un environnement qui est vécu comme étant chargé d'inégalité de traitement, d'inégalité de considération. C'est une espèce on construit en fait un collectif qui est à la fois d'ailleurs un collectif social, mais au sens d'un collectif imaginaire. Je fais partie de telle communauté. Parfois, cette communauté existe réellement. Parfois, elle est induite, tu vois. Et à partir de là, je vais exiger un traitement différencié. Mais encore une fois, tu vois, je suis très frappé parce que, parfois, on en reparlera, mais les médias vont avoir une approche qui va être simplifiée. Je prends un exemple qui a été dit dans la vidéo qui est très intéressant. C'est l'histoire des... Quand on a reproché à Papa Ndiaye d'avoir participé à ce qu'ils appellent des camps non mixtes, etc. Alors là, je tiens, Dieu sait que je suis pour l'ouverture totale, mais là, il y a une grosse arnaque d'un point de vue info. C'est pas des camps, quoi. Enfin, c'est des groupes de travail. Et on dit, oui, mais alors quand même, la non-mixité, t'imagines, c'est interdit aux Blancs. Je dis, non, pas du tout, c'est pas interdit aux Blancs, c'est réservé aux Noirs. Alors, je vais vous donner un truc. Moi, à l'ESCP, il y a 15 ans, j'ai créé, avec une autre prof, on a créé un programme qui s'appelait Femmes et dirigeantes. La cible, c'était des femmes, membres de comités de direction, et qui considéraient que pour pouvoir passer au-delà, il fallait qu'un certain nombre de problématiques d'affirmation de soi, de confiance, alors que c'était tout du bac plus je ne sais pas combien, de grandes entreprises, eh ben, je suis désolé, on a créé un programme, ça a coincé un peu au début, mais je suis désolé, les hommes n'étaient pas admis dans le cadre, en tout cas, des participants. Parce que, qu'on le veuille ou non, je dirais, c'est pas un hasard si la séparation entre les genres, on le retrouve dans tous les groupes initiatiques, quasiment. Parce que ces femmes, je dirais, qui avaient des expériences à partager entre elles, il y aurait eu un seul homme dans la salle de classe, aussi bienveillant soit-il, aussi déconstruit soit-il, tout ce que vous voulez, ça crée un biais. Donc, il existe un certain nombre de problématiques, on a besoin d'être dans l'entre-soi. C'est comme ça, parce qu'on est des êtres humains avec nos limites, pour pouvoir les exprimer. Et le coup de dire, oui, je viens, mais ça a été fait dans certains camps non mixtes, tu vois, tu peux venir, mais tu dis rien. Mais ça reste quand même une cote mal taillée. À un moment donné, il faut accepter qu'il y a des choses qui peuvent se faire. On est entre soi, parce qu'il y a un travail dans la relation qui va se faire. On n'a pas besoin des autres. Donc, il ne faut pas non plus de tout jeter en même temps, même si des fois, je comprends que ça puisse choquer.
Qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ça? Tu commences à esquisser des pistes pour conclure sur ce joli chapeau d'introduction. En gros, cette identité qu'on a chacun en nous. Bon, d'abord, il ne faut jamais oublier que l'identité est une appartenance, mais il y a quand même au-delà de ça quelque chose qui est ce que j'appelle le sentiment d'unicité. Nous tous ici, mais sans aucune exception dans cette salle, il n'y aura plus jamais personne, et il n'y a jamais eu personne d'ailleurs, qui est à la fois notre apparence physique, notre personnalité, notre histoire. Donc chacun d'entre nous, ici dans cette salle et dans le reste du monde, constitue un instant unique dans l'histoire de l'univers. Ça, c'est une réalité philosophique non discutable. En revanche, comme nous sommes des animaux construits, on a besoin d'avoir des points de repère. L'identité, ça peut être une boussole socioculturelle, une boussole par rapport à qui je suis, mon action, qu'est-ce que je fais ou pas. C'est de toute façon une posture d'interaction. Ça peut être une posture d'interaction plutôt positive, fonctionnelle, ou parfois un peu revendicative et malveillante. Dans le fond, c'est une aide à la décision, tu vois, dans des situations réelles. Et donc, dans l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Il n'y a que deux jeux possibles, dans le fond. Soit on va jouer, en tout cas, jusqu'au maximum possible, j'insiste là-dessus, le jeu de l'inclusion et de la coopération. Je dirais ça, d'ailleurs, je pense que dans la diversité, quand on parle par exemple de l'inclusion des minorités, quand on parle de l'équilibre bien sûr entre hommes-femmes, je dirais, disons entre genres, si on considère qu'homme-femme c'est limitatif, allez, admettons, je dirais, c'est pas le souci, quoi. Je veux dire que le fait qu'il y ait des toilettes qui sont non genrées, mixtes, etc. Moi-même, là aussi, moi aussi je bouge parce que j'ai des enfants qui sont vraiment très jeunes, quoi. Donc quand je discute avec mes filles, elles me disent, mais tu sais papa, toi quand tu dois aller aux toilettes, tu te poses pas la question de dire je vais chez les filles ou chez les garçons. Et moi ma fille me disait, mais moi tu sais, moi j'ai deux copains, quand ils sont en société, ils doivent aller aux toilettes. C'est toujours un problème pour eux de dire est-ce que je vais chez les filles, chez les garçons. Qu'est-ce que vous voulez? Moi elle me raconte ça, ok, mais ça fait de mal à personne, quoi. C'est pas le problème. Après, en revanche, derrière toutes ces revendications, il y a dysfonctionnement potentiel. C'est-à-dire, dès l'instant où ma revendication identitaire met en danger ce qu'on appelle aujourd'hui la raison d'être de la structure à laquelle j'appartiens, mon identité fait que moi, je ne vais pas soigner comme les autres, quoi. Je ne vais pas enseigner comme les autres. Non, mon identité m'interdit de... Ah, alors là, il faut faire gaffe. Je ne vais pas arriver à la même heure que les autres. Quelle est en fait, dans ce cas-là, la légitimité, quoi. L'identité, elle devient dangereuse quand elle devient, tu vois, une surdétermination, une surlégitimation. C'est-à-dire que rien ne peut... Le avant tout, en fait, que tu évoquais tout à l'heure. C'est le fameux avant tout qui va poser problème. Et de fait, c'est intéressant quand on voit l'ensemble de ces représentants de toutes les religions qui disent, voilà, on va être ensemble. Et c'est vrai que l'exemple des gens, des religieux de toutes les religions, l'exemple de l'équipe de France, qui est devenue maintenant un mythe vivant, l'équipe de France de 98, on se rend compte que l'enjeu politique, il est de créer des potentiels combats, des potentielles victoires, en quoi nous ressemblons nous, qui fera la différence. Et l'idée étant, et c'est à la fois d'ailleurs les religieux ensemble et l'équipe de France, cette idée que quand on fait ensemble autour d'un sens fort partagé, on s'interroge moins sur notre identité individuelle avant tout. Intéressant, ce que tu es en train de nous dire, il nous faut du sens, voilà. Il nous faut une vision qui embarque tout le monde. Donc, en fait. De toute façon, on est dans des sociétés en plus démocratiques, il est totalement légitime de laisser un espace à l'identité, aux spécificités identitaires. Parce que ne pas le faire serait une marque de régression sociale, pour pas dire d'ailleurs, si on allait plus loin, de barbarie. Donc respecter cet espace-là, mais comme disait Clémenceau, il disait j'ai l'esprit ouvert, mais ça ne veut pas dire qu'il est ouvert à tous les vents. Et je dirais, en matière de management, c'est un petit peu la même chose, si tu veux. Dès l'instant où ma revendication identitaire me met en situation d'être légitime pour imposer à l'autre, qui en plus est souvent la majorité, donc quand on rentre dans des systèmes où c'est la stigmatisation de la majorité, là, ça commence à devenir un peu bizarroïde. Alors, il y a quand même, dans la vidéo, je trouve qu'il y a un absent, il y a une absence, et on n'en a pas beaucoup parlé, mais elle est pour moi, peut-être on en reparlera, je pense, pendant ces 2 jours. Les réseaux sociaux sont absents, on n'en parle pas, mais les réseaux sociaux ont été un élément, et sont toujours, et seront de plus en plus, un élément, je dirais, vraiment de mise en paroxysme de ces logiques identitaires, parce que justement, la caractéristique du réseau social, c'est que tout se vaut, et on peut pas considérer, si on est un tant soit peu honnête, quand on regarde ce qui se passe réellement, c'est une espèce de... Les réseaux sociaux, sur ces logiques-là, c'est pas toujours très bienveillant, quoi. Moi, je pense que là, sur la problématique identitaire, les réseaux sociaux, ça devient une espèce de pot de chambre collaboratif
qui vraiment nourrit le corps social, non seulement de ressentiment, mais tant que c'est du ressentiment, bon. Mais qui dit ressentiment, comme un être humain ne supporte pas, quand il a du ressentiment, de penser que c'est sa faute, le ressentiment conduit obligatoirement à la recherche de boucs émissaires. Et donc, à partir de là, on part dans une autre dimension. Et c'est vrai que tout ça, dans le fond, juste mon dernier mot, c'est que ça nous interroge aussi sur nous-mêmes, individuellement, en tant que relais de ces problématiques-là dans la société. Et puis, bien évidemment, ça interroge, de façon d'ailleurs tout à fait neutre, hein, ça interroge aussi le rôle et l'impact des médias dans ce genre de débat. Philippe Gabillier, toujours pertinent. Merci. Dans ses analyses. Merci Philippe.